La rêverie est un des arcs les plus intéressants et intrigants de One Piece. Beaucoup d'informations sur le monde nous ont été révélées durant cet événement, pourtant il nous manque plusieurs pièces afin de compléter le puzzle qu'est cet arc. Dans cette théorie, nous allons voir ce qui s'est réellement passé durant cette réunion des dirigeants du monde et ce que cet arc met en place pour la suite et la fin du manga. Le foreshadowing de la rêverie. Tout d'abord, on va commencer par un foreshadowing d'Oda qui a l'air de nous montrer qu'un incident allait se produire durant la rêverie, et que cet incident impliquerait Vivi, le royaume d'Alabasta, la marine, l'armée révolutionnaire et les pirates de Shanks. Nous sommes au chapitre 823 et le chapitre s'ouvre à Alabasta. Vivi, Cobra et la délégation d'Alabasta viennent de partir pour la rêverie. Cobra est très affaibli par la maladie, et pendant ce temps, Igaram est en train de crier sur Vivi pour lui demander de descendre du mât. Et c'est exactement cette bulle de dialogue qui nous intéresse. Igaram dit: qu'adviendrait-il si par malheur un oiseau géant venait vous kidnapper, ou si un sniper venait à vous tirer dessus, ou si un météore s'abattait sur vous? Pourquoi lister trois choses aussi spécifiques à se préoccuper? Ne serait-ce pas un moyen pour Oda de faire un foreshadowing des événements qui se passeront à la rêverie? Il est possible que ces trois comparaisons d'Igaram soient un foreshadowing représentant les trois factions qui allaient se combattre à la rêverie, avec au milieu de leur conflit Vivi et Alabasta. La météorite qui tombe du ciel représenterait Fujitora et donc la marine, l'oiseau géant Karasu, membre de l'armée révolutionnaire qui, nous l'avons déjà vu à Dressrosa, peut générer des oiseaux pour emporter des personnes, et le sniper pourrait représenter Yasop. En effet, Shanks est présent à la rêverie, on peut alors penser que son équipage est là pour couvrir ses arrières. De plus, avec ses bâtiments immenses, Marijois semble être un terrain propice pour les snipers. Maintenant que nous avons en tête les camps présents à la rêverie et que nous avons vu ce foreshadowing, nous pouvons passer à la partie la plus intéressante, ce qu'il s'est vraiment passé à la rêverie. Im et le Gorosei ont décidé qu'il était temps d'effacer une lumière de l'histoire. Étant donné l'alliance du royaume d'Alabasta avec l'équipage du chapeau de paille, Cobra devenant une menace pour leur pouvoir absolu car posant des questions à propos des poneglyphes, et le fait que son royaume est l'endroit où sommeille Pluton, ils décidèrent d'éliminer Vivi et son père Cobra, qu'ils définissent eux-mêmes comme traîtres. Shanks rencontra le Gorosei pour parler d'un certain pirate. Ce pirate est Barbe Noire, et Shanks, comme il l'a déjà fait par le passé en allant rencontrer Barbe Blanche, les prévient de ne rien faire de hâtif et d'irréfléchi, car Teach, qui attend dans l'ombre, prendra l'avantage du chaos dès qu'il apparaîtra. Les révolutionnaires attaquent comme prévu la rêverie pour récupérer Kuma. Le Gorosei vit ceci comme une opportunité pour éliminer Cobra et Vivi, et, dans le chaos, accuser les révolutionnaires. Dans le chaos provoqué par la récupération de Kuma, le Gorosei a réussi à éliminer Cobra. C'est la mort dont parlait Morgans. Par contre, ils n'ont pas réussi à tuer Vivi, qui a pu s'échapper avec l'armée révolutionnaire. Sabo a quant à lui dû rester derrière pour sécuriser leur fuite. Et malheureusement, il a été fait prisonnier. Le gouvernement a utilisé ces événements pour communiquer sur le fait que Vivi a été enlevée suite à un attentat contre sa personne. Ce qui est ce que Morgan décrivait comme une tentative d'assassinat. Pour le gouvernement, il était très important d'éliminer Cobra et Vivi et de faire passer ces meurtres pour un acte de l'armée révolutionnaire, car cela leur permet de se déplacer jusqu'à Alabasta sans entrave et de mettre la main sur un de leurs objectifs, Pluton. Évidemment, si l'information que le gouvernement mondial était responsable des attentats contre Vivi et son père fuite, il n'aurait aucune excuse pour se déplacer à Alabasta et cette action pourrait même être considérée comme un coup d'état. Il est donc très important pour eux que l'information ne fuite pas. Ce qui nous emmène à Barbe Noire, qui, en lisant le journal, a tout de suite compris ce qui était en train de se passer et qui a tout de suite voulu devancer la marine dans leur manœuvre. Il mit donc le cap vers Alabasta avec un objectif en tête, s'emparer de Pluton avant la marine. À ce moment de la théorie, on peut se demander pourquoi le gouvernement mondial a essayé de couvrir la nouvelle des attaques et d'empêcher Morgan de la publier, alors que pourtant cette nouvelle accuse l'armée révolutionnaire. Et si le gouvernement n'essayait pas vraiment de couvrir cette nouvelle? Je vous explique. Alors qu'ils ont des ressources presque infinies pour faire pression sur Morgan, ils n'ont envoyé qu'un seul et inconnu agent du Cyberpole qui s'est fait battre en vitesse par lui-même. Le gouvernement savait qu'en faisant ça, il n'allait pas arrêter Morgan. Lui qui vit que pour les scoops et qui semble ne même pas avoir peur de la mort, surtout quand il a une big news. Le gouvernement savait donc très bien qu'envoyer leur agent ne l'arrêterait pas, mais au contraire, cela donnerait plus de légitimité à son scoop, et que donc, il le publierait en première page comme la plus grosse info. À ce moment, il était très important pour le gouvernement de faire comme s'ils essayaient d'étouffer l'attaque contre Vivi et son père, car en faisant ça, ils donnent vraiment de la légitimité à l'information, et ça permet de mettre dans la tête de Morgan que c'est le vrai scoop, et cela de passer l'info au-dessus de toutes les autres. C'est un plan vraiment bien calculé de la part du gouvernement, car quand Wapol appelle Morgan pour faire fuiter une information qui est sûrement le lien de l'équipage de Luffy avec le royaume d'Alabasta, Morgan ne lui donne pas de légitimité, alors que cette information aurait pu faire tomber tout le plan du gouvernement. Effectivement, on voit mal les révolutionnaires attaquer des alliés de Luffy alors que son propre père est la tête de cette organisation, et que son frère en est le numéro 2. En tout cas, l'opinion publique aurait très bien pu mettre en cause la légitimité du débarquement du gouvernement à Alabasta avec cette information supplémentaire. Le rôle de Shanks et de Barbe Noire.
La deuxième grosse partie de cette théorie va concerner Shanks et Teach, deux personnages qui ont été évoqués avant dans la vidéo mais pas plus développés que ça. Et pourtant, ils auront une place majeure dans les événements qui découleront de la rêverie. Pour commencer cette partie, je vais exposer deux faits que je vais développer juste après. Shanks serait le fils de Xebec, tandis que Barbe Noire serait celui qui aurait hérité de sa volonté. En effet, pour commencer avec Shanks, l'équipage des Rocs est tombé il y a 38 ans, lors de l'incident de God Valley. Et Shanks a actuellement 39 ans. Il était donc un nouveau-né lorsque cet événement est arrivé. Lors du flashback d'Oden, Roger a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas apporté de bébé, et Rayleigh commenta que ça lui rappelait le bon vieux temps, ce qui implique qu'ils ont, par le passé, transporté un bébé sur leur navire. Durant le cessez-le-feu entre l'équipage de Barbe Blanche et celui de Roger, le tout nouvellement recruté Teach interroge Marco sur Baggy et Shanks et ce dernier lui répond qu'ils sont dans l'équipage de Roger depuis un moment déjà, ce qui implique que l'un d'entre eux, voire les deux, aurait pu être sur le bateau de Roger depuis leur plus jeune âge et pourrait donc être le bébé dont parlait Roger. De plus, avant que Roger soit exécuté, il a demandé à Garp de s'occuper de son fils car il savait que le gouvernement allait tout faire pour éliminer sa lignée. Si Roger savait que le gouvernement allait faire ceci et qu'il savait aussi que Garp allait accepter, c'est peut-être car le gouvernement avait déjà entrepris cela avec le pirate qui fut la plus grande menace pour le monde dans le passé et que Roger a activement travaillé à faire tomber Rock Xebec. On peut alors penser que Xebec avait lui aussi un fils à l'époque et que Roger et Garp ont décidé de ne pas tuer ce nouveau-né car il n'était pas responsable des actes de son père. Roger l'aurait alors emmené sur son bateau afin de le protéger du gouvernement et cet enfant pourrait être Shanks lui-même. On pourrait cependant penser que Barbe Noire a beaucoup plus de liens avec Xebec que Shanks en a. Ils ont la même ambition, conquérir le monde, son bateau est nommé le Sabre de Xebec et son QG se trouve sur la ruche, l'endroit où les Rocs ont été formés. Pourtant, dans One Piece, il y a un pattern qui montre que les enfants n'héritent pas forcément de la volonté de leur père et que c'est souvent même l'exact opposé. Garp a son fils qui est le chef des révolutionnaires et son petit-fils qui veut devenir roi des pirates comme son rival l'était. Ace a complètement rejeté son père, Roger, et avait comme objectif de faire de son rival Barbe Blanche le roi des pirates. Et Yamato n'a pas du tout hérité de la volonté de son père et désire même devenir son plus grand ennemi, Oden Kozuki. Nous arrivons donc à Shanks, fils de Rock Xebec, élevé par son rival Gold Roger qui aspirerait à arrêter celui qui a hérité de la volonté de son père, Marshall D. Teach. Shanks, qui arrive toujours au bon moment et qui semble temporisé en attendant que Luffy ait l'étoffe du roi des pirates, va sûrement lui aussi se diriger vers Alabasta, car comme le Gorosei n'a pas écouté ses conseils, il va devoir s'occuper du cas de Barbe Noire personnellement. La mise en place de l'arc final. Alors que la rêverie ne semble être qu'un événement politique intéressant, elle met en fait en place une énorme guerre qui mettra en scène 5 belligérants. Le gouvernement mondial, l'armée révolutionnaire, les pirates de Barbe Noire, les pirates du Roux et la grande flotte de Chapeau de Paille. Après les événements de la rêverie et la royauté d'Alabasta hors d'état de nuire, le gouvernement mondial va se diriger vers Alabasta avec comme excuse la protection de ce royaume dont le roi vient de mourir, mais leur véritable objectif derrière cette manœuvre sera de s'emparer de l'arme antique Pluton. Barbe Noire, l'héritier de la volonté de Xebec et qui semble en savoir beaucoup sur le monde, va lui aussi se diriger vers Alabasta pour essayer de récupérer Pluton avant le gouvernement. Les révolutionnaires, accompagnés de Vivi et cherchant à récupérer Sabo, vont eux aussi se retrouver au milieu de ce conflit et devront essayer de garder Pluton hors des mains du gouvernement et de Barbe Noire. Shanks, ayant observé tout ce chaos depuis la rêverie, fera lui aussi son apparition dans cette bataille qui sera sûrement sa dernière. Il devra arrêter Barbe Noire avant que celui-ci ne devienne trop puissant, étant le seul qui a l'air de savoir ce dont ce dernier est vraiment capable. Oda nous a aussi possiblement teasé cette action dans sa lettre de fin d'année dans laquelle il annonçait que Shanks allait se mettre à l'action pendant cette année. La flotte de Luffy arrivera aussi à Alabasta, une partie d'entre eux étant à la rêverie et s'étant sûrement battu aux côtés de Sabo. Le reste de la flotte prendra connaissance des événements liés à Alabasta dans les journaux et se dirigera vers le pays du désert, et ils seront eux aussi impliqués dans la guerre. Cet événement est sûrement celui qui est teasé par le narrateur depuis le chapitre 800, ils accompliront bientôt de grandes choses et laisseront leur nom dans l'histoire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la rêverie, j'espère que ça vous a plu. Pour cette vidéo, j'ai fait le choix de pas trop m'éloigner de la théorie originale car je la trouvais déjà très intéressante, mais j'exclus pas de refaire une vidéo sur cet arc car il y a encore énormément de choses à dire et à développer qui n'étaient pas dans cette théorie. Si vous avez envie de faire vos propres théories sur cet arc, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ce serait cool d'en débattre ensemble. Je vous rappelle que la théorie originale est en description si vous voulez aller la lire, elle est plus complète, elle a une partie en plus donc c'est assez intéressant. Voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. On se retrouve pour la prochaine fois. Salut!